La transformation digitale de l'industrie automobile a continué d'accélérer. En 2022, 68% des acheteurs automobiles français ont découvert leur prochain véhicule en ligne. Et 59% ont mis moins d'un mois à passer de la recherche à l'achat. L'industrie a le pied sur l'accélérateur jusqu'en 2030 face au défi de l'électrification. Les cartes sont rebattues pour l'ensemble des acteurs du secteur. Quelles sont les nouvelles règles du jeu? Qui sont les consommateurs d'aujourd'hui? Comment repenser les modèles de distribution? De la mutation de la supply chain à la digitalisation des parcours des consommateurs, l'écosystème automobile se transforme et nous sommes prêts. Attachez vos ceintures, direction 2030, c'est parti. Think Auto est un événement Google présenté dans le cadre du programme Digital Marketing Transformation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Google. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Think Auto. Et vous vous demandez sans doute ce que je fais là, devant cette magnifique DeLorean de Retour vers le futur. Alors dans un contexte de contraintes et de tensions telles que le vit aujourd'hui l'industrie automobile, faire des choix, prendre des décisions structurantes est difficile. Et c'est pour ça que nous, cette année, avec l'équipe, on a envie de vous emmener faire un bond dans le futur. Parce que se projeter en avant, ça nous permet de quitter notre fameux pilotage automatique et nous concentrer sur les bonnes questions. Et c'est en étant informé de ce qui pourrait nous attendre demain qu'on peut prendre les meilleures décisions en conscience au présent. Alors j'ai envie qu'on mette ensemble le cap vers 2030 et qu'on ouvre le champ des possibles. À cet horizon, j'en suis convaincue, le digital jouera un rôle structurel. Et je veux que vous repartiez vous aussi avec la conviction que dans ce nouveau monde, Google est un facilitateur de votre business. Que ce soit grâce à nos innos, à nos technologies, à nos insights et bien sûr à nos outils. Dans l'heure qui va suivre, on va voyager avec des taxis volants. On va parler distribution, rentabilité, omnicanalité et expérience client et on va même parler de liberté. Et pour cela, on va avoir la chance d'être accompagné et inspiré par des hommes et des femmes qui sont chefs d'entreprise, qui travaillent chez les constructeurs ou chez les distributeurs. On aura même un ancien professeur d'économie et un invité spécial qui nous vient directement de l'autre côté de l'Atlantique. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Je règle de suite le compteur de la DeLorean. Et je vous embarque vers le futur de la mobilité avec Elipass. Bonjour Frédéric. Bonjour Vincent. Tu es à la tête de Elipass, la plateforme numéro 1 des vols en hélicoptère. Et l'information clé, c'est que vous venez tout juste d'être lauréat de la région Île-de-France Mobilité. Vous allez opérer des taxis volants électriques pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais alors Frédéric, des taxis volants, n'est-ce pas de la science-fiction? Et oui Vincent, les taxis volants, c'est devenu une réalité. On a fait du chemin depuis le 5e élément de Luc Besson. En 2015, nous inventons Ubercopter, que nous proposons à Uber. C'est un des 3 plus grands succès d'Uber dans le monde cette année-là. Et sans le savoir, nous avons inventé l'Urban Air Mobility. Le taxi volant est un secteur très prisé par les constructeurs automobiles, notamment Hyundai, Stellantis ou Volkswagen, et des startups. Sache qu'il y a plus de 400 projets actuellement dans le monde. Les taxis volants, les eVTOL comme on les appelle, vont nous permettre de faire passer la mobilité aérienne à l'échelle industrielle grâce au savoir-faire des constructeurs. La compétition est très forte entre les pays et les continents, avec la France et le fameux projet des Jeux Olympiques 2024, avec les États-Unis et des constructeurs puissants, et avec la Chine, où les VTOL volent déjà dans leur pays. C'est déjà plus de 15 milliards de dollars de financement cumulé dans l'industrie de l'Urban Air Mobility. On est passé du rêve à la réalité. Nos nouveaux rôles chez Elipass, c'est d'accompagner la transformation digitale et environnementale de ce secteur, à la fois sur les interfaces utilisateurs-opérateurs que sur les équipements. D'ailleurs, nous avons signé une commande de 50 VTOL, ce qui est très significatif dans l'industrie aéronautique.
En unité, l'industrie aéronautique reste artisanale. On parle de 500 exemplaires par constructeur, peut-être 600, 700. Grâce à l'automobile, elle prend son essor industriel en volume. Ce sont véritablement deux industries qui se rencontrent au service de la mobilité et des utilisateurs. C'est vrai que c'est impressionnant. J'avoue que je n'avais pas conscience de l'actualité de ces innovations. Et aujourd'hui, quand on parle de l'impact des régulateurs, on parle d'une part de la transformation industrielle et d'autre part de la transformation du business model. Et en 2022, on observe que 7 Français sur 10 ont découvert leur prochain véhicule en ligne. Et en parallèle, l'électrification, véritable enjeu, rabat complètement les cartes du marché. On a d'une part moins de fidélité aux marques, à peu près 32% contre 47% sur le thermique, mais également des parcours qui sont de plus en plus courts entre la première recherche et la décision d'achat. Dis-toi qu'en 2022, on parle en moyenne de 1 mois. Qu'est-ce que cela t'inspire ? Eh bien Vincent, c'est le grand défi de l'électrification dans des années à venir. C'est une révolution incroyable, tant au niveau des infrastructures. Notamment les solutions de chargement. Exactement, au niveau de l'usage. Et du coup, à la fois terrestre quand on parle d'automobile, mais également aérien quand on parle d'hélipass. En effet, et puis enfin de l'industrialisation. Et les fameuses révolutions, on va construire plutôt des batteries électriques dans les chaînes de production versus des moteurs à combustion. Et du coup, notamment des gigafactories autour de ces productions de batteries qui vont voir le jour. Exactement. Et le grand défi de l'électrification, comme tu le sais, lancé par les régulateurs. Il concerne aussi les constructeurs. En effet, et ce qui va donner jusqu'en 2035 la disparition des moteurs thermiques et dans certains pays, comme le UK, en 2030. C'est du coup la nécessité d'aller sur des solutions électrifiées. C'est une priorité. La part grandissante des solutions de mobilité est aussi indéniable avec l'arrivée du MaaS, Mobility as a Service. Effectivement, nous aurons l'occasion d'en parler un peu plus tard avec Renault et notamment la solution Mobilize. C'est aussi des interactions complètement réinventées avec les utilisateurs, autant pour interagir avec le réseau, avec le constructeur et sur tout le parcours. À la fois au niveau constructeur, tout comme son réseau de concessionnaires. Exactement. Puisque le digital est présent à la fois au niveau de la découverte, mais aussi aujourd'hui jusqu'à l'achat. On peut clairement parler de révolution avec des changements dans les 10 prochaines années qui vont être bien supérieurs à ceux des 30 dernières. Et ce, notamment concernant les parcours d'achat qui sont totalement réinventés. Et d'ailleurs, Vincent, pour rebondir sur le sujet de mobilité, entre 23 et 35% des utilisateurs des transports en commun et des VTC sont prêts à utiliser les taxis volants. Tous en taxi volant pour les Jeux Olympiques de Paris. Allons-y. Je parlais tout à l'heure de l'imbrication du digital de plus en plus forte dans les parcours, avec plus de sources et de contenus consultés pour moins de temps de décision. Il faut savoir qu'en 2022, la recherche en ligne est toujours le levier le plus consulté, le plus plébiscité par les utilisateurs, et ce, devant la vidéo, puis les sites des constructeurs et des concessionnaires dont on parlait tout à l'heure. L'expérience de marque est le facteur numéro 1, adossé à la fiabilité technologique, même si, c'est vrai, sur l'électrifié, ce critère est moins important, ce qui laisse du coup de la place aux nouveaux entrants. Quand on parle expérience, on parle vidéo, ces vidéos dites real life qui sont plébiscitées à 39% en 2022. Quand on parle vidéo real life, on parle notamment des vidéos des passionnés ou d'experts qui vont faire découvrir les véhicules. Merci à toi Frédéric de nous avoir partagé ta vision du marché. Merci Vincent. Et pour continuer de se plonger dans le futur, j'ai demandé à 4 acteurs clés de l'industrie comment ils imaginaient l'automobile en 2030. Allez, je vous laisse découvrir leurs réponses. Un monde meilleur, avec une expérience automobile améliorée, décarbonée et libérée de ses contraintes. Connecté. Libéré, avec un challenge relevé, maintenir l'accès à la mobilité pour toutes et tous. Une industrie avant-gardiste avec le software et le client au centre. Cool again. J'espère que l'automobile sera libérée de ses contraintes actuelles et que la technologie offrira plus de liberté à son utilisateur. Je ne sais pas vous, mais moi, ces messages, ils me donnent de l'énergie et de l'enthousiasme. Il y a un mot en particulier qui m'interpelle. C'est cette aspiration à la liberté, à s'affranchir des contraintes, à aller chercher aussi de nouvelles opportunités. Pas facile, hein, vous me direz. Et c'est pour ça que j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Richard, qui va justement pouvoir revenir sur ce sujet. Bonjour Isabelle.
Bonjour Richard. Alors Richard, tu as été professeur d'économie et tu accompagnes aujourd'hui les acteurs de l'industrie auto dans leur transformation. Selon toi, à quoi ressemblera l'industrie auto en 2030 ? Nous vivons pendant une période de transformation profonde dans notre industrie. Je vois 4 grandes tendances. D'abord, le début de la fin du moteur thermique. En 2030, 70% des immatriculations en Europe et 25% du parc roulant seront électriques ou hybrides. Deuxièmement, bien que la voiture 100% autonome ne soit pas à l'ordre du jour à horizon 2030, on va quand même voir des voitures niveau 2, niveau 3. Une voiture du niveau 2 aura 50% de moins d'accidents qu'une voiture niveau 0. La troisième tendance suit naturellement les deux premières. Une voiture électrique au niveau 2 aura 5% plus d'électronique embarquée qu'une voiture niveau 0 thermique. Et finalement, les expectations clients. Ces clients formés par leur potable avec des expectations digitales. Alors face à ces nouvelles tendances que tu observes, quels sont les défis que l'industrie va rencontrer du coup ? Chacune de ces transformations aura un coût. Et ces coûts seront portés principalement par les constructeurs. Les transformations, en même temps, vont permettre aux constructeurs de s'impliquer plus fortement en aval et les contraintes économiques vont les pousser pour y aller, pour rentabiliser ces investissements. Les constructeurs ils vont passer des sociétés qui maîtrisaient des technologies assez mûres vers des sociétés de haute technologie. Des vendeurs de produits par un canal indépendant vers des vendeurs de services en direct. Cela impliquera des changements dans le profil des embauches, des ingénieurs, surtout de logiciels, et dans la culture de l'entreprise. Alors je comprends que la place des constructeurs va devenir de plus en plus importante dans la chaîne de valeur, mais du coup sur l'aval, la distribution, qu'est-ce que tu observes ? Oui, il y a des pays où il y a de la distribution indépendante, il y a des distributeurs indépendants. Ils vont aussi être obligés de suivre les constructeurs avec les investissements dans tout ce qui est digital, mais sans l'échelle, à moindre échelle. Si on parle des concessionnaires, ils sont en train de vivre un passage vers un monde multicanal avec une implication plus forte des constructeurs dans la vente des véhicules neufs, mais aussi dans l'avenir dans les véhicules d'occasion. Et de la pression des constructeurs pour un passage d'un modèle vers un autre, d'un modèle concessionnaire vers un modèle agent. En ce qui concerne le financement, la location longue durée, les véhicules électriques avec un prix plus élevé à l'achat vont voir un taux de pénétration des produits de financement, aussi des produits peut-être d'abonnement plus élevés. Pour les réparateurs, les deux grandes tendances vont réduire la demande pour leurs services. Les véhicules électriques n'auront plus de vidange, ni de révision annuelle. Avec le passage au niveau 2, il y aura moins d'accidents, moins de réparations. Mais ces réparateurs seront obligés quand même d'investir fortement dans l'outillage pour ces ordinateurs roulants et de gérer un parc mixte entre le thermique, l'hybride et l'électrique pendant 20 à 30 ans. Alors tu annonces beaucoup de mutations qui sont extrêmement fortes. Tu sais, nous on est là aujourd'hui pour se parler de 2030 et aussi pour revenir à aujourd'hui. Du coup, on est dans quel espace-temps là ? Est-ce qu'on est demain ? Est-ce qu'on est dans plus longtemps ? Comment est-ce que ça va s'orchestrer ? Je crois que les grandes lignes du quoi sont claires. Il y aura une implication plus forte des constructeurs avec les clients finaux et en aval. L'incertitude reste autour de comment et quand, selon les compétences des acteurs et leurs caractéristiques locales, régionales, mondiales, globales.
leader ou follower dans un marché et surtout premium ou volume. Merci beaucoup Richard pour ton éclairage. On aura l'opportunité tout au long de ce Think de revenir sur certains des défis que tu nous as partagés. Et je vous propose dès à présent de retrouver Charlotte et Renaud dans le garage de POA pour parler électrique et consommateur. Bonjour Renaud. Bonjour Charlotte. Tu es créateur de contenu sur ta chaîne YouTube Petites Observations Automobiles et tu as au compteur plus de 280 000 abonnés. Tu es un passionné d'auto et d'ailleurs on a la chance d'être aujourd'hui dans ton garage. Merci de nous accueillir. Merci. Alors si tu te rappelles, lors du Think Auto de l'année dernière, tu percevais déjà un frétillement autour des véhicules électrifiés comme étant un mouvement de tectonique majeur des plaques auto. Du coup, je suis assez curieuse d'avoir ton regard sur l'évolution de cette tendance en un an et si tu perçois des nouveaux enjeux autour de l'électrification. Écoute, moi d'abord, je suis ravi de pouvoir partager à nouveau ma perception du marché avec le Think Auto. Alors pour répondre à ta question, on vit un moment qui est vraiment unique et qui est très excitant aussi, parce qu'on est en pleine transition du marché et l'électrification en est le reflet. Un chiffre qui veut tout dire, aujourd'hui en Europe, c'est 22% de voitures vendues électriques, alors 12% 100% électriques et à peu près 10% d'hybrides. Mais on le voit bien, c'est en train de tout changer et c'est un phénomène qui s'est accéléré, qui a notamment été porté par l'augmentation du prix des carburants et la crise énergétique. Alors face à ça, moi je vois deux enjeux. Le premier, c'est qu'il y a un véritable besoin de pédagogie, parce qu'il faut aussi avoir conscience qu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, notamment les Chinois. Alors ils ont presque 10 ans d'avance sur nous, alors même si l'Europe va mettre des normes environnementales pour les contraindre, ça va quand même beaucoup changer la perception du marché. Et face à ça, les marques traditionnelles ont vraiment une carte à jouer, notamment en termes de communication, pour jouer la proximité avec leurs clients. Ça, c'est vraiment un des enjeux que je vois. Mais moi, j'ai envie de te poser la question à toi aussi, parce que tu peux prendre le pouls des consommateurs. Est-ce qu'il y a aussi un changement dans les requêtes? Est-ce qu'il y a une électrification dans les requêtes? Eh bien, tu fais bien de poser la question, Renaud. En fait, on assiste à un vrai changement de paradigme autour de l'électrification qui s'illustre à travers 3 insights clés. Premier insight, la forte croissance des requêtes électrifiées dans l'industrie auto. Même si aujourd'hui l'électrification ne représente que 6% des requêtes, cette partie des recherches augmente à toute vitesse. C'était plus 30% en 2022 versus 2021, quand en comparaison, le secteur était plutôt en décroissance, légère décroissance, de l'ordre de moins 3%. Deuxième insight clé, c'est le besoin d'éducation et de pédagogie dont tu parlais tout à l'heure, qui reste encore très important à faire et autour de cette technologie qui est mal appréhendée par les consommateurs. En fait, on sent une vraie émulation des internautes autour de leurs questions et ça se voit dans les chiffres. 1/4 des requêtes sont génériques, c'est-à-dire ne sont pas associées à une marque ou un modèle et on voit apparaître des vraies questions comme voiture électrique pas chère ou où recharger sa voiture électrique. Ensuite, le principal frein à l'achat derrière le prix est la question de la recharge, puisque 65% des Français ne considèrent pas l'achat d'une voiture électrique en raison de la difficulté de la gestion de la recharge au quotidien, soit parce qu'ils n'ont pas de borne de recharge à la maison, ou soit parce qu'ils ont peur de ne pas en trouver en ville ou sur leur trajet. Alors, je te coupe, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé des constructeurs. Et quel impact a ces recherches d'électrification vis-à-vis d'eux? Très bon timing, puisque c'était en effet le point de mon 3e insight clé, c'est-à-dire que tout reste à faire autour de l'électrification et le jeu de l'électrique n'est pas le même que sur le thermique. Déjà, pour commencer, la considération a énormément augmenté. On le sait, elle est passée de, en un an, 20% à 30%. Mais tout le challenge reste pour les marques autour du nombre de modèles considérés par les internautes. C'est 3 modèles pour des véhicules électrifiés contre 2 modèles pour le thermique. Qui plus est, la phase de recherche est plus longue avec plus de touchpoints. C'est 6 en moyenne pour des véhicules électrifiés contre 4 sur le thermique pour des véhicules thermiques. Il est donc plus dur pour une marque d'émerger dans ce contexte. Et pour finir, fait intéressant, le classement des marques les plus recherchées sur l'électrique est aussi très différent du thermique. Le top 3 des marques les plus recherchées sur l'électrique, c'est à commencer par Tesla,
ensuite Renault et enfin Audi en 3e position. Et fait intéressant, Kia qui a fait une progression remarquable en 2022 et se hisse à la 6e position du classement de ces marques les plus recherchées. Quand plus étonnant, Peugeot se retrouve en 9e position alors que ce n'est pas forcément le reflet justement du podium sur les ventes de voitures électriques. Et ça, c'est avant l'arrivée des nouveaux entrants dont on parlait tout à l'heure. Donc ça sera très intéressant de voir comment ça va évoluer d'ici un an. Alors merci beaucoup de partager tous ces insights avec nous, c'est très intéressant. Mais moi j'ai une petite question bonus, si tu veux bien, pour toi Charlotte, à propos des vidéos YouTube et leur impact qu'elle a en fait sur le marché. Parce que nous, en tant que créateurs, on constate dans nos statistiques que finalement, une bonne partie des spectateurs les utilisent de plus en plus pour préparer leur achat, voire pour comparer. Est-ce que ça, cette tendance-là, vous la constatez aussi de façon plus globale ? En effet, c'est une tendance qu'on observe. 40 millions de Français vont sur YouTube chaque mois pour s'informer ou se divertir. Autre chiffre, ils passent 36 minutes par jour sur la plateforme. On voit bien qu'aujourd'hui, la vidéo est au cœur des parcours d'achat, de la phase de découverte et d'inspiration jusqu'à la phase d'achat. D'ailleurs, les vidéos d'experts et de passionnés comme les vôtres sont les plus plébiscitées. 41% des acheteurs automobiles les consultent dans leur parcours. La création sur YouTube est un vrai levier d'efficacité publicitaire. D'ailleurs, Renaud, je t'ai fait une petite sélection de campagnes qui ont joué le jeu de la pertinence créative sur YouTube. Ça devrait te plaire. On regarde. Ah, j'adore ta sélection, Charlotte, elle me plaît beaucoup. Merci Renaud. En synthèse, l'électrification est une vraie tendance pour l'industrie auto, mais rabat aussi les cartes autour de nouvelles opportunités, nouveaux enjeux et nouveaux acteurs. Et les marques doivent donc s'adapter à ces nouvelles règles du jeu. Je suis complètement d'accord avec toi, Charlotte. Pour vendre des voitures aujourd'hui, il faut complètement repenser l'expérience de marque. Et c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite avec Volkswagen. Bonjour Antoine. Bonjour Renaud. Alors vous êtes directeur marketing chez Volkswagen France et vous êtes venu nous voir avec l'un des derniers bébés de la maison, l'ID5 GTX, qui est 100% électrique. Est-ce que vous pouvez nous la présenter rapidement avant de commencer ? C'est bien le dernier né de la gamme ID, donc la gamme 100% électrique de Volkswagen. C'est un produit justement SUV coupé, ID.5, qui propose le meilleur et la quintessence de l'électrique et du plaisir de conduite. Près de 300 chevaux, 4x4, une vraie sportivité, tout ça dans un véhicule électrique. C'est ça la proposition de l'ID.5 GTX. D'accord, alors j'imagine qu'il dit nouvelle gamme, nouveau marché, des attentes qui sont complètement revues de la part de vos consommateurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu justement de ça ? En effet, quand on achète un véhicule électrique, on n'achète pas juste un véhicule, mais on entre dans tout un écosystème qu'il faut appréhender, que ce soit pour les systèmes de recharge, que ce soit pour les systèmes connectés, le véhicule connecté, ou les applications liées, qu'elles soient propriétaires ou non. Donc c'est tout un écosystème et une approche assez différente. Et de fait, on constate chez Volkswagen que près de 70% des acheteurs de véhicules électriques sont nouveaux à la marque et rentrent dans la marque au travers du véhicule électrique dans un marché qui est complètement rebattu au sein de l'électrique. Alors, j'imagine aussi que ça impacte beaucoup la distribution, qu'il faut réinventer, et notamment en termes de pédagogie vis-à-vis des consommateurs. En effet, qui dit écosystème complexe dit la nécessité aussi pour les commerciaux, pour le réseau de distribution, d'avoir l'ensemble des éléments pour répondre à toutes les questions justement des potentiels clients. Et puis, c'est aussi une énorme opportunité pour les distributeurs qui sont réellement au cœur de la relation avec le client, au cœur de l'expérience automobile, car ils reprennent d'autant plus leur rôle de conseiller pour apporter des vraies réponses et conseiller le potentiel acheteur d'un véhicule électrique.
Et puis, le véhicule électrique connecté apporte aussi une relation assez différente à la consommation du véhicule électrique, du véhicule en lui-même, avec une capacité de mise à jour des véhicules tout au long de leur vie, et donc se dire qu'en termes de valeur résiduelle, le véhicule qu'on achète aujourd'hui sera au même niveau de technologie que le véhicule neuf qui sortira dans 2 ou 3 ans. Alors à propos de mise à jour, vous me tendez une perche, on parle beaucoup de software maintenant dans l'industrie automobile. Quelle est votre position par rapport à ça chez Volkswagen ? Nous avons la conviction que les données, les softwares sont vraiment l'or noir du futur. Et c'est pour ça que nous avons souhaité avoir un contrôle complet sur la gestion des données et des logiciels qui sont embarqués dans nos véhicules au travers de la mise en place d'une filiale dédiée, CARIAD. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler de cette filiale CARIAD justement ? C'est une filiale dédiée donc, du groupe qui travaille autant sur les systèmes embarqués des véhicules que sur l'expérience digitale ou aussi sur l'optimisation des performances énergétiques de nos véhicules. Oui, alors justement, bien que vous ayez cette filiale, ça ne vous empêche pas de travailler avec des acteurs extérieurs. Je crois que vous avez travaillé avec Google notamment pour, en termes de calcul, définir la meilleure coefficient de traînée, je crois pour le CX, avec la machine learning de Google. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Et qu'est-ce que ça a donné ? En effet, il y a eu une coopération entre le groupe Volkswagen, CARIAD et Google, notamment pour l'optimisation du calcul du coefficient de traînée, comme vous le dites. Et on est capable, avec un système totalement custom, de calculer en moins d'1 seconde les coefficients de traînée avec une marge d'erreur de seulement 4%. Donc un outil extrêmement puissant pour optimiser la consommation énergétique et la performance énergétique de nos véhicules. Alors j'ai ouï dire que Xavier Chardon, qui est directeur général de Volkswagen France, dans une interview, disait que Volkswagen était devenu l'un des premiers employeurs au monde de développeurs. Et c'est fou de se dire que finalement, tout cet impact de l'électrification a aussi, sur votre politique des RH et de recrutement, un impact. En effet, l'industrie automobile connaît une transformation qui se mettra en place dans les 10 prochaines années, qui est absolument sans précédent. Donc il est essentiel et crucial pour nous tous de nous y préparer dès aujourd'hui. Et alors, comment et de quelle manière Google vous accompagne aujourd'hui ? La transformation de l'industrie automobile n'est pas cristallisée, concrétisée uniquement à travers l'évolution du produit automobile, mais aussi de sa manière de le consommer. En effet, on passe progressivement d'une vente d'un véhicule avec une offre associée à la vente d'une offre associée à un produit. Et en effet, de toutes nouvelles audiences sont beaucoup plus séduites par le type de consommation de mobilité, que ce soit à partir de produits comme le sans-engagement ou l'abonnement, que l'objet automobile en tant que tel. Et c'est une vraie révolution du business model qui rebat complètement les cartes. Alors justement, je suis curieux, comment Google intervient pour vous aider sur ce sujet ? Il nous aide notamment à mieux comprendre les attentes des clients, les attentes notamment en termes d'offres de mobilité, mais aussi les besoins en termes d'infrastructure et de communication. On constate qu'il est essentiel d'associer personnalisation et plateformisation. Et de fait, Google, avec ses solutions publicitaires qui permettent d'accompagner le prospect de la découverte jusqu'à l'intention d'achat de façon extrêmement segmentée, sont essentielles. Les recettes du succès sont la granularité du ciblage associée à la puissance de la communication, tout en pilotant de façon très précise l'efficacité commerciale. Merci beaucoup Antoine. Tu l'as dit, piloter l'efficacité commerciale, c'est vraiment essentiel aujourd'hui, surtout en cette période un peu récessionniste que connaît l'automobile. Et on va en parler justement avec Hyundai et Renault. C'est parti. Pour commencer, je voulais partager avec vous un chiffre que j'ai vu dans une étude Google qui traduit un constat qui est très intéressant. C'est 78%. Aujourd'hui, 78% des entreprises ne sont pas capables d'attribuer la valeur aux canaux ou aux différents points de contact du parcours utilisateur. Alors je voulais commencer par ça parce qu'il y a 2 constats. Aujourd'hui, c'est que justement ce parcours utilisateur, il est en pleine mutation. Google a fait beaucoup d'études sur le sujet, ils l'ont théorisé avec ce qu'ils appellent le messy middle. C'est-à-dire que pendant la période de recherche, d'exploration sur Internet, quand vous voulez comparer un service, un produit, on se rend compte qu'il y a jusqu'à 44% des utilisateurs qui sont prêts à changer de préférence de marque. C'est énorme. Et le deuxième constat, on voit aussi que la mesure du digital devient de plus en plus complexe à cause de la réglementation, qu'elle soit générale ou aussi sur les plateformes. Alors pour en parler, je suis heureux de recevoir Abder et Romain. Abder, vous êtes manager de la communication nationale chez Hyundai France. Bonjour Abder. Bonjour Renaud. Et Romain, vous êtes chef de pôle data et performance chez Renault. Alors c'est vous qui allez ouvrir le bal avec cette première question. Comment vous repensez justement chez Renault le pilotage marketing, notamment sur la partie achat d'espace, avec pour seul baromètre la valeur ? Et
qu'est-ce que c'est que la valeur chez Renault aujourd'hui? Très bonne question, Renaud. Cette notion de valeur, chez nous, elle est primordiale, elle est au centre de toutes les discussions, puisque c'est vraiment l'axe principal du plan Renaulution, donc le plan de notre CEO, Luca De Meo, qui a pour but de faire passer le groupe Renault du volume à la valeur. Donc ça, comment est-ce qu'on le traduit, nous, dans nos métiers marketing digital, médias? Finalement, cette notion de valeur, elle a beaucoup évolué dans le temps. Quand je suis arrivé dans le métier, on parlait essentiellement de la notion de lead, finalement, sur le parcours digital. C'est ce qui matérialise, finalement, l'apport business. Puis, ces dernières années, on a beaucoup travaillé pour aller jusqu'à la commande. Pourquoi la commande? Parce que l'acte d'achat final dans le milieu automobile, il est toujours en concession, donc dans l'univers physique. Il y a un travail de réconciliation entre les parcours digitaux et la commande, l'acte de transaction, pour pouvoir mesurer vraiment la valeur de ce qu'apportent toutes nos actions digitales. Aujourd'hui, on essaie d'aller encore plus loin avec ce plan Renaulution pour apporter une notion de marge contributive de nos actions digitales et de valoriser l'ensemble des touchpoints digitaux au sein du parcours client. Les limites qu'on a pu rencontrer jusqu'à présent, elles sont liées à 2 points. Le premier point, c'est le volume. On n'est pas en capacité de réconcilier l'exhaustivité de ces parcours digitaux. Donc quand on descend dans la granularité, ça peut poser certains soucis d'analyse. Le deuxième point, c'est la fenêtre d'attribution qui est relativement courte dans les outils, comparé à un parcours d'achat automobile qui, malgré tout, même s'il a tendance à se réduire, ça reste quand même un achat relativement long par rapport à d'autres biens de consommation. Donc, pour pallier à ce problème, on a souhaité faire évoluer cette notion de valeur en incluant vraiment chaque touchpoint digital dans cette définition. Ah oui, c'est intéressant parce que vous avez vraiment une approche test and learn, quoi. Abder, chez Hyundai, qu'en est-il, vous, justement, par rapport à ce nouveau pilotage? Justement, la valeur aujourd'hui, elle n'existe qu'au travers de la mesure. Et chez Hyundai, nous avons cette culture du chiffre et de la mesure. C'est la raison pour laquelle nos investissements depuis plusieurs années aujourd'hui sont majoritairement portés sur le digital et le social, afin de pouvoir mesurer, en tout cas piloter à la valeur, chacune de nos actions, de nos activations en communication. Nous avons fait un grand pas en avant l'année dernière en corrélant nos actions online et offline avec le KPI qui est plus important pour nous, à savoir la commande client, puisque les ventes se font encore, comme le disait Romain, en concession chez le distributeur. Ça nous a permis d'obtenir énormément d'enseignements et de pouvoir réajuster nos investissements au travers de ce pilotage, grâce notamment donc, au projet MAP qu'on a mis en place dès l'année dernière et qui nous permettent de faire la corrélation entre les actions online et offline. Cette solution, en tout cas ce déploiement de mesures, nous a été permis au travers notamment des solutions marketing et cloud de Google. Et pour parler également de la valeur, nous avons réorienté nos investissements cette année sur les modèles les plus profitables, mais aussi ceux qui avaient le moins de délai, ou en tout cas qui étaient disponibles. Et cela paye puisque nous avons observé, en poussant la communication sur notre SUV Bayonne, dont on avait du stock, que les résultats étaient là. Au bout de quelques semaines, ce modèle s'est hissé en top position des véhicules les plus vendus dans notre parc. Et alors du coup, comment intégrer cette valeur qu'on voit qui est de plus en plus multiple et complexe dans le pilotage marketing? C'est-à-dire, quelles sont les applications possibles? Alors en fait, ça passe par un pilotage en temps réel, grâce notamment au projet MAP dont j'ai parlé, qui nous permet effectivement de prendre des décisions très rapidement grâce aux analyses qui sont faites. Alors le fonctionnement est assez simple et complexe en même temps, mais on travaille avec un ID de réconciliation entre les données online et offline pour pouvoir suivre le parcours d'un utilisateur entre sa première exposition sur un média, peut être la télé ou le digital, et une transaction, donc une commande client qui se fait chez le concessionnaire. Et au travers de cela, nous avons réussi à optimiser nos investissements et pouvoir prioriser, notamment sur des vagues télé ou digitales, les emplacements les plus profitables, non pas sur des notions de demande d'essai, mais vraiment sur la commande client, donc qui est le KPI final. Et le déploiement de cette démarche ont été très prometteurs, puisque depuis le début de l'année, nous avons déroulé plus de 10 cas d'usage et nous avons encore plusieurs qui sont dans notre roadmap. Et ça nous permet effectivement de construire cette courbe d'expérience sur les plans marketing. Et vous, Romain, alors, sur ce sujet?
Alors, côté Renault, il y a 2 éléments de réponse. Le premier, c'est qu'on a mené sur plusieurs années, plusieurs itérations, des études dites ROPO, donc Research Online, Purchase Offline, donc pour réconcilier l'ensemble du parcours. Et donc, dans les outils d'achat média, en particulier ceux de Google, ça va nous permettre de spécifier pour chaque modèle et pour chaque touchpoint digital cette valeur de marge qu'on souhaite attribuer. Derrière, ça permet aux algorithmes d'optimisation média donc de piloter sur nos réalités business. D'accord. Alors, une question pour vous deux. Comment aller plus loin encore dans la définition de cette valeur avec l'évolution des business models et aussi de la distribution, parce que les concessionnaires gardent un rôle clé en fait. Alors chez Hyundai, on a la culture du petit pas, c'est-à-dire qu'on va tester, se lancer et puis tirer des enseignements de nos expériences et gagner en fait en maturité. La première étape qui a été mise en place, elle est organisationnelle. Nous avons internalisé l'équipe data au sein du département marketing, et ce pour nourrir de façon optimale les équipes data et médias avec la donnée la plus granulaire que nous puissions avoir, et ce grâce au projet MAP. Et le projet MAP doit nous permettre aujourd'hui d'optimiser nos investissements médias, quel que soit le parcours de l'utilisateur, aussi bien sur de l'achat neuf, occasion ou sur des services additionnels. D'accord. Romain ? Alors chez Renault, le concessionnaire que tu mentionnais, c'est un élément hyper important de notre stratégie, c'est un pilier. Et évidemment, ces objectifs de valeur du plan Renaulution, on essaie de les décliner et d'impliquer notre réseau dedans. Donc pour pouvoir faire ça, on a besoin aussi de leur fournir les outils qui leur permettent de le faire. C'était une des remontées souvent qu'on a de notre réseau, c'est on n'a pas la possibilité de mesurer l'efficacité de nos actions et donc du parcours client, notamment de ce qui vient du digital. Donc on a développé pour eux un outil digital qui leur permet de vraiment mesurer la transformation de tout ce qui descend de chez eux en termes de contacts issus du digital et de mesurer cette transformation en business, en commande. Ça leur permet aussi de se comparer par rapport à d'autres concessionnaires. Et donc l'objectif derrière tout ça, c'est d'optimiser l'expérience client de bout en bout, donc du média jusqu'à la commande, en passant par toute l'expérience au sein de la concession. L'enjeu maintenant, ça va être de faire évoluer encore cette notion de marge. Finalement, l'industrie automobile est en pleine mutation. On a de nouveaux services qui arrivent et qui sont matérialisés par chez nous par la marque Mobilize. Et donc, on va non seulement mesurer, bien sûr, toujours les commandes, la marge induite par ces ventes-là, mais également aussi tout ce qui va être induit comme valeur autour des nouveaux services comme les bornes de recharge, le financement, les assurances et aussi tout ce qui va être autour de la data et de la commercialisation de cette data qu'on va pouvoir générer à travers ces nouveaux services. D'accord. Alors, pour conclure, en termes de business et de résultats constatés, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous a apporté ce nouveau pilotage ? Bien sûr. Donc, grâce en fait à cette mise en place, le temps passé et la qualité de trafic sur notre site ont fortement progressé, avec un chiffre de plus de 200%. Et donc ça, c'est vraiment sur la partie qualité de trafic. Dans le même temps, le taux de conversion a été multiplié par 8 par rapport à des activations traditionnelles. D'accord. Alors Romain, vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez constaté avec ce nouveau pilotage ? Alors en 2022, dans un contexte marché compliqué, ce nouveau pilotage nous a quand même permis de sélectionner les canaux d'acquisition les plus efficaces et donc in fine d'augmenter de plus de 10% pour la marque Renault par exemple les commandes issues du digital. D'accord. Écoutez, merci à vous deux pour ces éclairages sur vos nouveaux pilotages et leur avenir. Et nouveaux pilotages qui sont très importants dans le domaine de la distribution. Et je vous propose qu'on retrouve Fabrice sur ce sujet avec nous. Merci à tous les trois pour ces petites observations automobiles bien inspirantes. Comme vous avez pu le voir, si le pilotage des actions marketing a évolué, son objectif, lui, reste inchangé. Résoudre l'équation magique, celle de faire en sorte que la contribution des actions marketing menées par les constructeurs génère le plus de valeur possible. L'industrie automobile vit l'un de ses principaux challenges, celui de faire évoluer un modèle historiquement centré sur le produit vers une approche davantage axée sur le client. Si la satisfaction client nourrit le futur des entreprises, son insatisfaction, elle, le met gravement en péril. Parcourons ensemble les 3 tendances qui, selon Google, font en sorte que la distribution automobile vit certainement la plus profonde mutation de son histoire. Tendance numéro 1. Une percée des nouvelles énergies impactant le business model des réseaux. La quête vers la sobriété énergétique a un impact colossal sur la distribution automobile, entraînant une double révolution.
Une première révolution sur le recrutement des profils des conseillers commerciaux, où ces derniers doivent dorénavant se comporter comme véritables experts énergétiques, devant expliquer dans un langage simple et accessible des motorisations hybrides ou électriques à l'ingénierie si complexe. Seconde révolution, une révolution sur le business même de rentabilité. Dans une industrie à faible marge, chaque point de rentabilité est extrêmement important. La vente de véhicules neufs, et plus particulièrement la vente de véhicules neufs, de véhicules à forte motorisation thermique, est directement concernée par la réglementation environnementale, notamment via les malus écologiques. Ainsi, les réseaux de distribution connaissent une évolution significative dans leurs activités, allant de l'électrification des gammes jusqu'à la prévente en passant par l'occasion. Tendance numéro 2, une évolution brutale des usages. Accélérée par le Covid, le rapport entre le consommateur et son réseau de distribution a drastiquement changé. 53% des acheteurs automobiles n'effectuent qu'une seule visite en concession avant achat. L'impact est donc décisif. Le client consomme différemment. Le client attend de son concessionnaire qu'il ne se comporte pas uniquement comme un point de livraison, mais véritablement comme un conseiller de confiance. Ainsi, il n'est donc pas étonnant de voir comme principaux vecteurs de trafic en concession des éléments extrêmement factuels comme avoir le véhicule désiré, délivrer la bonne information au bon moment avec le bon prix, apporter une réponse rapide et efficace, le tout dans un emplacement géographique extrêmement proche du domicile de l'utilisateur. Tendance numéro 3, la nécessité d'une expérience client 100% digitale. Si 93% des achats de véhicules neufs sont encore faits en concession, la plupart des décisions sont effectuées au moment de pousser la porte du showroom. Le rôle du concessionnaire est alors décisif. C'est celui de transformer une visite en achat. Cela semble être une banalité, et pourtant, la perte de temps, la pression de discuter avec un vendeur, le manque de transparence sur le prix sont tout autant de freins au passage en concession. Et le e-commerce dans tout ça. D'après notre étude Gearshift, un parcours 100% online ne représente que 7% des ventes de véhicules neufs en France, contre 15% en Allemagne et presque une vente sur 5 au Royaume-Uni. Cela confirme donc toute l'importance de l'omnicanalité, d'une visite en concession essentielle, mais la plus optimisée possible grâce au digital. Toutefois, cocorico, grâce à ces 2 années de Covid, plusieurs initiatives ont vu le jour et certaines se sont avérées extrêmement fructueuses. Celui de positionner au centre de la chaîne de valeur la relation client et ce du digital jusqu'à la concession sans friction. Et pour en parler, je vous propose de retrouver Valérie de Stellantis & You aux côtés d'Eric et de Léna. Merci Fabrice de nous avoir partagé ces 3 tendances. Et nous sommes de retour maintenant chez Google et je suis ravie d'avoir à mes côtés Eric. Tu es consultant en stratégie digitale pour la distribution automobile. Bienvenue. Merci. Et Valérie, tu es directrice marketing chez Stellantis & You. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, on l'a vu dans notre décryptage du parcours d'achat automobile. Aujourd'hui, le client auto s'attend à avoir vraiment une expérience fluide, sans couture, entre ce qui se passe en concession et son expérience sur les sites internet. Et les questions qui me viennent à l'esprit maintenant, c'est de comprendre comment cette omnicanalité impacte concrètement la distribution dans ses opérations, mais aussi à quoi va ressembler le distributeur de demain. Et donc, Eric, je me tourne vers toi pour une première question. Selon toi, quel est le plus gros effort qu'il reste à faire maintenant pour la distribution pour réussir ce parcours omnicanal ? Pour te répondre, 2 mots. Vitesse, cohérence. La vitesse parce que, et vous le savez mieux que quiconque chez Google, il faut qu'on aille vite sur Internet, vous allez vite et les utilisateurs vont très vite. Donc c'est impératif que la réactivité des distributeurs soit importante. Regardez la slide qui est à l'écran, fournie par MotorKey, qui montre à quel point on perd de la transformation, du potentiel de transformation quand on ne traite pas ces leads rapidement. Ça se chiffre en minutes pour les leads de prise de rendez-vous, ça se chiffre en quelques heures pour les ventes de voitures. Donc, impératif quand on est un distributeur de réagir vite, first in, first out, le premier contact rentré est le premier à traiter. Le deuxième mot, c'est cohérence. Parce que cette complexité qu'il y a dans le parcours pour passer du monde virtuel, qui est très fluide, très agréable, à un monde réel beaucoup plus complexe, ce passage d'un monde à un autre, c'est une prise de risque énorme de perdre le client entre une expérience qu'il a commencé dans un certain espace et le terminer dans un autre espace qui est totalement différent. Donc cette transition fluide doit être impérativement bien accompagnée pour ne pas casser, avoir une rupture dans le programme et donc perdre le client.
Et donc, cette rupture, c'est un échec. Et donc, c'est le fait de perdre des ventes, concrètement. Absolument. Comment, côté Stellantis and You, Valérie, vous avez adressé cette omnicanalité? Alors, chez Stellantis and You, nous voulons proposer le meilleur des deux mondes pour nos clients. Aujourd'hui, nous avons des clients qui souhaitent uniquement aller en point de vente et d'autres qui veulent traiter avec nous que par le digital. Mais la plus grande majorité souhaite osciller entre ces deux mondes et ça, c'est une de nos grandes forces. Avec StellantisandYou.com, on a construit un outil souple et puissant, un label multimarque qui couvre l'ensemble de l'offre automobile. Une de nos forces, c'est aussi notre qualité de service ainsi que notre capillarité géographique, d'être présent là où le business se fait. En 2022, nous avons eu 3 gros chantiers. Le premier, améliorer l'efficacité de notre parcours e-réservation pour le véhicule d'occasion. Deuxièmement, de proposer de l'e-commerce. Et troisièmement, on a lancé notre première campagne de notoriété, Stellantis and You, qui vient tout juste de fêter ses 1 an. Dans tous nos chantiers, notre premier objectif, c'est toujours de générer du business et que le digital soit un accélérateur des ventes et une source de satisfaction pour nos clients. Pour atteindre cet objectif, nous avons bien évidemment travaillé étroitement avec Google. En tant que premier distributeur automobile en Europe, on se doit d'être avant-gardiste. Donc, on ne va pas s'arrêter là. On va continuer à travailler vers notre ambition d'être un one-stop shop, une marketplace digitale, multi-business, multi-marque, où nous accompagnons nos clients tout au long de leur parcours. C'est bien évidemment un défi chaque jour, avec une responsabilité collective qui demande un puissant relais terrain. Tu as mentionné les relais terrain, Valérie, effectivement, et du coup, je me demandais quels étaient concrètement les changements dans les opérations que vous avez eues pour suivre cette digitalisation et cette omnicanalité. Oui, tout à fait. La réalisation de notre marketplace digital repose sur 2 éléments. 1, l'outil, 2, l'organisation. Avec l'importante croissance des échanges via le numérique, nous avons mis en place des Customer Contact Factory afin de gérer tous ces contacts clients, mais aussi de savoir vendre un véhicule à distance. En plus des leads digitaux, nos Customer Contact Factories traitent toutes les demandes qui sont faites par téléphone, qui reste toujours le premier moyen de contact de nos clients. Pour accompagner cette transformation, nous recherchons de nouveaux profils qui sont en rupture avec ce qui prévalait jusqu'alors. 2 compétences sont requises. Des vendeurs ayant une qualité d'écoute active pour rapidement comprendre les motivations et les besoins de nos clients. Les clients connaissent aujourd'hui de manière détaillée le produit et ont une idée très précise de ce qu'ils veulent. Donc nos vendeurs doivent avoir une connaissance très pointue du produit pour apporter de la valeur ajoutée dans leur face-à-face avec le client. La deuxième compétence qu'on regarde, c'est d'être digital native avec une vraie expertise des outils digitaux pour recueillir et améliorer ce que les clients auront configuré sur nos sites préalablement. En parallèle de ça, il y a réellement un changement de mindset à travailler. Il est impératif que demain, nos acteurs de front office voient le digital comme un élément de business et non juste un simple outil de marketing. Quelle est la part des ventes issues du digital? Qu'est-ce qui se vend par le digital? Quel est le poids de la reprise qui doit être fait par notre parcours digital? Pour ne citer que quelques questions. Merci beaucoup Valérie. C'est très intéressant ce côté nouvelles compétences aussi que tu as souligné pour les commerciaux et aussi ce changement de mindset finalement qui touche toute votre organisation. Merci beaucoup pour le partage. Éric, je me tourne vers toi avec cette nouvelle question qui me vient à l'esprit. C'est selon toi, comment vois-tu évoluer la complémentarité entre constructeurs et distributeurs? Quelle bonne question, quelle question d'actualité. Il faut arrêter d'opposer les 2 univers, c'est une évidence. Quand on a un bon produit, un bon service qui a été fabriqué, il faut bien un bon réseau pour être capable de proposer ce service en proximité, en capillarité, avec des gens formés, comme Valérie nous l'a expliqué, qui ont été choisis, qui ont été entraînés pour être capables d'accompagner le client. L'arrivée massive de la voiture électrique, à laquelle les gens ne comprennent pas grand-chose, va nécessiter beaucoup d'accompagnement. Cet accompagnement se fera en partie sur Internet avec des solutions de contenu, tutos, vidéos, et aussi sur le point de vente avec des gens qui auront acquis la compétence pour expliquer au client ce dont il a besoin. Je vais prendre un exemple assez récent, celui de la crise Covid. Sans les distributeurs, qu'auraient fait les constructeurs pour
aider le marché à redémarrer, ce sont bien les distributeurs avec leur proximité qui ont permis à ce marché de reprendre rapidement de la dynamique. Et donc il ne faut pas opposer cette association, elle est indispensable. Il n'y a pas que moi qui le dis, il y a aussi Carlos Tavares, et on voit à l'écran une phrase qu'il a prononcée récemment et qui explique pourquoi ces deux univers sont faits pour cohabiter. Merci beaucoup, Eric. Et selon toi, si on avance un peu dans le temps et on se projette en 2030, à quoi va ressembler le groupe de distribution de l'avenir ? Alors, dans ma boule de cristal, j'imagine que ce groupe de distribution aura une plateforme qui proposera de la mobilité. Donc des plateformes pour consommer des mobilités très différentes les unes des autres, mais complémentaires. La mobilité 4 roues, automobile, quadricycle à moteur, 2 roues, 3 roues, urbaine, périurbaine, rurale. La façon de consommer cette mobilité, de l'acheter, de la financer, voire de s'y abonner, comme à Netflix. Et c'est bien dans cette dynamique que nous sommes aujourd'hui, puisque si on regarde les grands groupes de distribution, comme Émile Frey en France, ou Cosmobilis, ou encore des groupes un peu plus petits, comme Jeanlin ou Amplitude, on s'aperçoit qu'ils ont déjà des offres de mobilité composite proposées sur leur plateforme digitale ou dans leur point de vente. Donc cet avenir de la mobilité proposé sur des plateformes, il est quasiment gravé dans le marbre et on aura pour des clients urbains, périurbains, ruraux, des propositions de mobilité adaptées à leurs besoins parce qu'une seule solution ne répond pas à la problématique qu'ils ont et ça n'est donc pas la bonne solution. Bien, merci à tous les deux pour ces témoignages et ce partage de vision. Merci. On peut dire en conclusion que la distribution a tout intérêt à garder le client au cœur de sa stratégie pour pouvoir réussir et se transformer, comme tu l'as décrit, Eric, à l'avenir. Ce que je vous propose maintenant, c'est de retrouver Fabien pour s'inspirer de groupes de distribution de l'autre côté de l'Atlantique. Merci Léna, quel beau sujet. Il y a beaucoup de choses à réinventer en effet. Mais devons-nous forcément tout réinventer ? Est-ce que nous ne pourrions pas nous inspirer de nos voisins ? Chez Google, nous pensons que oui. Et qui de mieux que nos amis américains pour nous donner quelques astuces ? Je passe en anglais pour vous présenter notre invité de marque, Brian Benstock. Brian, thank you so much for taking the time, especially as you are live from our Google office in New York. Hi, Fabian. It's so great to be here with you. Thank you for the invitation. I am super excited to be with you today and your audience today. You are the general manager of Paragon Honda, one of the most successful Honda and Acura dealerships in the US. So, Brian, do you have any advice for our French auto community here, based on your experience? Well, okay, this is based on my experience and our experience, and I need a quick disclaimer. It may not be appropriate for your market or your dealership, but I think, and it also may not be something that Google finds agrees with. So I'm speaking for myself here today. To answer your question, I would say the best thing that dealers can do is to take an honest look at the way we're doing business. Are we removing friction? Our dealership and I are trying to remove the friction from transaction. In fact, our brand identity is to be frictionless, right? And it's aspirational. Let's look at the pain points for customers and remove the friction in the dealership. It shouldn't take 4 hours to buy a car. It shouldn't take 4 hours to service a car. And I think as we started to remove the friction, we started to grow our business. And our business has been growing exponentially. The more friction we take out, the more business we reach, the more markets we reach. So I would encourage your customers and your dealers to try and find ways to remove the friction surrounding service and sales at their dealership. This is a very interesting point, Brian. I believe that with Paragon Honda, you were able to bring an additional $53 million of sales by changing your approach around competition. Is that right? Absolutely. We're not supposed to tell anybody about the $53 million, but yeah, it's $53 million. That started our journey with how could we avoid having customers come to the dealership for service? How could we actually bring the service department to them? Well, it's not physically possible to bring the service department to them. But what we wanted to do is give them the ability to access on their phone or on their computer, the ability to make an appointment, have us go to them, pick up the car, service the car when they're not using it, and bring it right back to them. And this was really, for us, a logistic nightmare initially, but as we started to work on it together as a team, we found, wow, we can do this. We developed a complete process on the telephone
and using voice. I'm proud to say we're the first dealership in the world to use Google's voice technology and the Google Assistant to be able to complete a completely frictionless service transaction. And I guess the reward for that is that customers really use the product, use the service at the dealership, and we serviced over 150,000 customers so far without the customers having to come to the dealership. And the reward for that is measured in $53 million in gross profit. Can you imagine that? $53 million in profit that was just sitting there that we didn't get before, that the independent service departments got, that we were able to get because we just made it easier for people to do business with us. Great, thanks for sharing. You are talking about the service department, Brian, but what about the new car sales? In the US, you are already at 14% in terms of new cars sold online, whereas in Europe, we are at 7%. Do you know why, Brian? Well, I think the percentage is going to be the percentage. We're going to be agnostic. I think you'll see it continue to rise, but I think there's always going to be a place in the dealership. People want to touch and feel the products, and they will, so we have to make those things really experiential, right? When they go to the dealership, I think the dealership of the future has to be a little bit different. And if it's different, customers will continue to come to the dealership. But who cares, right? Whether they come to the dealership or not. Look at Apple. They're agnostic. They don't care if you buy their products online or in the store. I think we need to be that way. But speaking of Apple, I think that's the biggest concern that I have, one of the biggest disruptors coming into the market. Can you imagine in 2007, Nokia had 1 billion customers on their mobile device. In fact, there was a cover of a Forbes magazine that showed a gentleman in a suit with a phone, and it said, "Can anyone take the 1 billion customer giant Nokia?" That same year, Steve Jobs released the iPhone. My concern and the threat I see is that that could happen in our industry. And the deeper concern right now is the difficulties that are going on between the OEMs and the dealers. The OEMs and the dealers, they're at odds. Many of the OEMs are at odds. Thankfully, my OEM's not at odds with us, but many of the OEMs are at odds with the dealers, the very dealers that they're going to rely on. We need them and they need us. And I think with an entrant like Apple coming into the market, the more we can get together, the more cohesive we can be, the more we focus on doing what's best for the customer, I think the more difficult we're going to make it for them to come into this market and take over the market the way they did from Nokia. Thank you so much, Brian. It was really inspiring. Et malheureusement, on me dit que c'est bientôt la fin. Mais je crois qu'Isabelle, en direct de sa DeLorean, a encore quelque chose à nous dire. Et oui, Fabien, j'espère que vous avez apprécié ce voyage vers le futur et que vous aussi, vous avez été inspiré et énergisé pour prendre aujourd'hui les bonnes décisions en conscience. De cette matinée, je retiens 3 mots. Moins, précis et mieux. Moins comme moins de friction, en simplifiant l'expérience d'achat. Précis, en capitalisant sur vos données, pour mesurer l'impact de vos actions, pour améliorer vos services, mais aussi votre rentabilité. Et enfin mieux, en ayant plus que jamais de l'empathie pour vos clients. Merci à toutes et à tous pour ce moment passé ensemble. Les clés sont entre vos mains et vous pouvez compter sur nous pour vous aider à réaliser ces incroyables défis. À bientôt! Attends Isa, n'oublie pas d'annoncer le bêtisier. Ah oui, c'est vrai, ne partez pas tout de suite, on a une petite surprise pour vous. Frédéric Vincent, partie 3. Et je ne sais plus quoi. J'ai faim. C'est l'heure du goûter. Il a le droit de me dire bonjour Renaud quand même, parce que c'est pas... D'accord. 41%. 41% des acheteurs automobiles. Vous voulez dire Google, Romain, c'est bien cela. Ah oui, c'est impressionnant. J'avoue que... Mais pourquoi je dis l'électricité? Mais j'ai fait la même chose en répétition tout le temps. J'ai parlé d'électronique, électrique, électricité. C'est vraiment... Ah bah si. La dernière fois que tu m'en avais fait une, j'avais pas aimé. Mais alors celle-là... Je suis curieuse de voir ce que ça va donner au montage.